Nous allons essayer de faire sans le micro pour se priver aussi du bruit de fond. La deuxième conférence, Monsieur l'abbé, sur l'encyclique, entre guillemets, Humanae Vitae, la question de la contraception et donc la faillite de l'autorité. Je vous laisse la parole. Alors, en réalité, il y a deux sujets sur cette question. Tout comme je vous avais dit, tout d'abord l'historique du mouvement en faveur du contrôle des naissances, et ensuite l'examen de l'encyclique Humanae Vitae et surtout ce qu'il a préparé et ce qui a suivi. Donc même la question d'Humanae Vitae va se partager en trois, ce qui a préparé, l'encyclique elle-même et ce qui a suivi. C'est-à-dire qu'il faudra encore faire une dizaine de conférences pour aborder tout cela. Pour ce qui concerne le contrôle de naissance, ça nous semble maintenant une chose tellement évidente, n'est-ce pas, tellement évidente, que nous n'en arrivons pas à croire qu'en réalité, presque partout, je dirais, la contraception, et non seulement la contraception, mais même le fait de faire la propagande, c'est-à-dire non seulement c'était interdit de mettre en vente le produit contraceptif, mais même le simple fait de faire de la propagande en faveur de la contraception était interdit. En France, par exemple, une loi du 31 juillet 1920 interdisait non seulement la mise en vente, la diffusion des produits de contraception, mais toute propagande de la contraception. C'était les articles 648-649 du Code de santé publique. En Italie, c'était la même chose. Donc, interdiction non seulement de vente, mais aussi de propagande de la contraception. En France, le changement est arrivé avec la loi, je ne sais pas comment ça se prononce parce que c'est en français, mais d'origine polonaise, Neuwirth, voilà. Lui aussi, descendant d'Abraham, n'est-ce pas? Ce qui est une bonne chose. Lui aussi, franc-maçon. Mais enfin, tout cela est lavé par le fait qu'il est gaulliste. Et le forfait est lavé aussi par le fait que l'évêque de Saint-Étienne, Monseigneur Lebrun, a présidé à ces obsèques qui ont eu lieu récemment. Eh bien, ce monsieur, par sa loi de 1967, enfin la loi qu'il a proposée, qui porte son nom, a abrogé les articles du Code de santé publique dont on parlait et a permis la contraception. La contraception s'appelle contrôle de naissance. Il faudrait plutôt dire contrôle de la conception. Et pourtant, ce nom de contrôle de naissance, on va voir qui est-ce qui l'a inventé, exprime bien la réalité, puisque à la contraception suit inéluctablement l'avortement, qui est véritablement le contrôle des naissances. Et certains disent, et la propagande pour l'avortement dit, la contraception, c'est le moyen le meilleur pour empêcher l'avortement. S'il n'y a pas de conçu, il n'y a personne à avorter. Et la réalité nous explique exactement le contraire. L'avortement, c'est l'un des moyens les plus diffusés de contraception. Et avec l'augmentation de la propagande pour la contraception, il y a la diffusion de l'avortement. Et la législation qui a permis la contraception en 1967 a ouvert la porte à la loi Veil, une autre descendante de la même famille, n'est-ce pas, gaulliste bien sûr, la loi Veil, n'est-ce pas, en faveur de l'avortement. Et les mêmes personnes qui ont soutenu et défendu la contraception ont défendu et soutenu l'avortement. C'est pourquoi il est clair que l'avortement n'est pas éliminé par la contraception, que la contraception n'élimine pas l'avortement. Plutôt, tout au contraire, les deux se tiennent. En Italie, c'est seulement en 1975, c'est avec la réforme du nouveau droit de la famille que l'on a permis aussi, c'est 1971 que la Cour constitutionnelle a abrogé l'article 553 du Code pénal qui prévoyait une année de prison, de réclusion, de prison
pour ceux qui faisaient propagande en faveur de la contraception. Voilà. Voilà donc pour ce qui est de la législation. Maintenant, nous allons voir la propagande, car la législation qui enlève du code pénal la contraception et qui donc autorise la diffusion de la contraception, qui en Italie a été permise en pharmacie seulement à partir de 1976. Voilà. Eh bien, est l'issue et le résultat d'une longue campagne en faveur de la contraception. L'encyclique Humanae Vitae, dont on parlera par la suite, a une genèse. Et cette genèse est une commission instituée par Jean XXIII pour étudier le phénomène de la surpopulation, on dit, la surpopulation et le contrôle des naissances. Et l'encyclique commence par exposer justement le fait, comme un état de fait, donc de la surpopulation et de la nécessité d'un contrôle des naissances. Mais d'où naît le sujet, le problème? L'encyclique et même la commission pontificale qui l'a préparée ne font pas un mot d'un siècle de propagande en faveur de la contraception. Voir d'où est née cette propagande en faveur de la contraception nous aide beaucoup à comprendre de quoi il s'agit et quelle doit être la réaction des catholiques conscients de la manœuvre révolutionnaire. Alors, il y a énormément de sources sur ce sujet et il y a un beau résumé dans une série d'articles qu'avait publié le docteur Pierre Moreau, qui était un pharmacien, avec la signature, le pseudonyme de Pierre-Michel Bourguignon, dans la revue belge Didasco, une série d'articles publiés dans l'année 1978, qui s'intitule « Une cuisine d'enfer, le complot satanique de la contraception ». Voilà. Je ne lirai pas tout, évidemment ici c'est les photocopies, l'original je l'ai chez moi, je ne lirai pas tout évidemment, rassurez-vous d'ailleurs, mais c'est intéressant ce qui est expliqué. Alors nous allons quand même dire quelques mots à ce propos. Dans un site de l'Union des athées, agnostiques, rationalistes italiens, comprenez, c'est une belle association, n'est-ce pas? On dit, en Europe, avec la poussée du christianisme et de sa mentalité extrêmement restrictive, eh bien, il y a eu comme conséquence le fait que toutes sortes de pratiques anticonceptionnelles a disparu officiellement, étant donné qu'elle était considérée illégale. C'est seulement depuis plus ou moins un siècle qu'on a commencé à parler à nouveau publiquement de contrôle de naissance et de planning familial, en commençant dans le même temps à étudier scientifiquement le problème dans le but de produire des contraceptifs de plus en plus sûrs. L'Italie, qui est comme une propriété du Vatican, si vous voulez, ce qu'ils disent les rationalistes, athées, agnostiques, etc., même dans ce domaine, est arrivée toute dernière parmi les nations civilisées. Jusqu'en 1971, n'est-ce pas, était encore en vigueur l'article 553 du Code pénal dont je vous ai parlé, n'est-ce pas? Voilà. Alors, voilà comment les rationalistes, athées, agnostiques, etc., mettent en parallèle la disparition pendant des siècles et des siècles de la législation partout, de toute possibilité de contraception et le fait qu'un mouvement en faveur de la contraception a grandi depuis un siècle. C'est-à-dire le christianisme qui est contre, les antichrétiens qui sont pour. Ont-ils raison? Est-ce que ceux qui ont commencé la lutte, pour ainsi dire, en faveur du contrôle des naissances, sont-ils vraiment des personnes qui sont mues par des sentiments antichrétiens? Certainement. Et cela a pris naissance dans les débuts, je dirais, du mouvement appelé féministe.
Le poète italien Carducci, qui était un franc-maçon notoire, sa dépouille, quand il est mort, il avait toutes les décorations de l'ordre maçonnique, et qui est l'auteur de l'hymne à Satan. Il fait toute une série, je dirais, l'histoire de l'humanité depuis les plus anciens temps, la lutte entre Satan et Dieu jusqu'à maintenant, et toutes les différentes étapes par lesquelles les disciples de Satan se sont battus pour la civilisation. Et il s'occupe des sorcières. Il dit, les sorcières étaient les femmes qui ont maintenu en vigueur l'esprit du paganisme ancien. Après, il passe aux alchimistes. C'est deux choses qui intéressent beaucoup les francs-maçons, n'est-ce pas? Eh bien, les féministes de nos jours disaient « les sorcières sont revenues ». Voilà. Elles se définissaient elles-mêmes comme des sorcières. Et elles n'avaient pas tort. Pour une fois, je donne raison aux féministes, n'est-ce pas? Voilà. Vous ne direz pas que je suis extrémiste, que je ne vais pas voir chez l'ennemi quelque chose de bon. Elles sont des sorcières. Alors, ce mouvement féministe prône non seulement l'égalité entre l'homme, la femme et tout cela, n'est-ce pas? Mais prône aussi, comme nous allons voir, la révolution sexuelle, dont nous avons parlé avec William Reich, nous avons fait seulement une allusion, et qui était, je dirais, un peu le leitmotiv aussi de 68. Pour citer un chef de file de 68, Daniel Cohn-Bendit, n'est-ce pas? Lui aussi de la même famille, mais il n'était pas gaulliste. Alors, Cohn-Bendit, c'est bien connu, a écrit un livre qui s'intitule Le Grand Bazar. Il me semble que ça s'intitule comme cela. Dans lequel il décrit dans les moindres détails, et je vous l'épargne, je ne vous le lis pas parce que c'est quand même trop scandaleux, peut-être il y a des mineurs, de ce qu'il faisait lui-même dans un jardin d'enfants, autogéré à Francfort, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il était, de son propre aveu, coupable de pédophilie, donc d'agression contre les mineurs. Mais ce n'est pas des faiblesses d'un homme qui est tombé dans un péché monstrueux. Il s'agit d'un programme idéologique. Alors, je ne vous parlerai pas des passages, je l'ai écrit ici, mais je ne vous le lis pas, dans lequel il parle de ce qu'il faisait, je vous l'épargne. Je vous dirai quels étaient ses principes. Il s'agissait, il ne peut pas dire « je suis un salaud », excusez-moi. Alors il dit, il s'agissait de transgresser des frontières et de briser les interdits. Voilà l'idée de 68. Cela n'avait rien à voir avec des abus sexuels. Voilà. Si c'est un cochon qui le fait, c'est un abus sexuel, mais si c'est un 68 art, n'est-ce pas, c'est transgresser les interdits, c'est briser les interdits, c'est tout autre chose, n'est-ce pas? Bon. On discutait sans fin, c'est toujours Cohn-Bendit qui parle, de la sexualité des enfants. Eh oui, le freudisme amène logiquement à cela. À l'époque, explique-t-il, leur petit groupe était obsédé par la répression sous toutes ses formes. La répression, voilà, l'autorité. L'autorité fasciste par le fait même. Y compris la répression sexuelle. Citation de Cohn-Bendit. Nous pensions qu'une éducation anti-autoritaire, voilà leur idée, devait permettre à un enfant de grandir sans interdit sexuel. Mais Cohn-Bendit n'était pas un enfant. C'était un homme adulte, mais qui aimait les enfants. Et alors, voilà que les enfants ne devaient pas avoir d'interdit sexuel afin de satisfaire M. Cohn-Bendit, n'est-ce pas? Eh bien, encore dans cet article de l'Express, 22 février 2001, il est écrit, n'est-ce pas, l'enfant ne demandait qu'à exprimer sa sexualité. C'était l'interdit qui constituait un abus sexuel. L'abus sexuel, c'est l'interdit. C'est réprimer la sexualité de l'enfant. Cette complaisance qui a servi d'alibi et de caution culturelle à bien des pédophiles masque aussi une autre réalité, l'infantilisme d'une mouvance. 68, c'est l'infantilisme. Dans son mythe de la jeunesse, les jeunes, c'est l'infantilisme.
Je m'identifiais aux enfants, confie Cohn-Bendit dans son livre. Et il ajoute, j'avais besoin d'être inconditionnellement accepté par eux, je voulais que les gosses aient envie de moi, et je faisais tout pour qu'ils dépendent de moi. Ils dépendent de moi. Alors, il n'était pas si anti-autoritaire que ça, parce qu'il voulait que les gens dépendent de lui. Voilà. Alors, dans ce cadre de la révolution sexuelle, nous avons non seulement le féminisme, mais la propagande en faveur du contrôle de naissance. Vous direz, mais le contrôle de naissance, c'est un problème de combattre la surpopulation. Alors, il faudrait supprimer le contrôle de naissance, alors que maintenant nous sommes, c'est un journal italien gauchiste qui dit, l'Italie est tombée dans l'hiver démographique, nous sommes 1700% en moins, nous serons 1700% en moins bientôt. Alors, nous avons une population de vieux et il n'y a plus de jeunes. Voilà. Alors, si maintenant c'est un hiver démographique, il faudrait faire barre arrière, on dit, n'est-ce pas, donc, marche arrière, et donc supprimer toutes les pilules. En réalité, le problème de la surpopulation est un faux problème, alors que le véritable problème est double. Le contrôle de naissance faisait partie, d'une part, d'une campagne en faveur de la libre sexualité contre le mariage. La femme va se délivrer de toute contrainte si elle se délivre du mariage et s'il se délivre de la grossesse. Deuxièmement, chez ces personnes-là, il y avait une seconde idée, qui est l'eugénisme. On dit eugénisme? Eugénisme. L'eugénisme, c'est-à-dire favoriser les naissances chez les races d'élite, empêcher les naissances chez les dégénérés. Nous allons voir l'une des chefs de file du féminisme, Margaret Sanger, qui a donné de sa vie des conférences au Ku Klux Klan. Et pourtant, elle était une gauchiste. Pourquoi? Parce que les femmes du Ku Klux Klan étaient ravies de sa campagne de contrôle de naissance chez les Noirs d'Amérique. Plus de contrôle de naissance, moins de Noirs il y a, c'est magnifique. Ce qui n'a pas empêché Martin Luther King de recevoir le prix Margaret Sanger. On se demande s'il était, n'est-ce pas, au courant des idées de sa patronne. Alors, je voulais vous proposer 3 personnages, il y en a beaucoup d'autres. 3 personnages, 3 femmes qui ont eu un grand rôle dans cette campagne, qui a obtenu gain de cause dans les années, justement, de la révolution de 68. Donc, nous avons vu 75, 71, voilà. Il s'agit de Annie Besant, comment on dit? Besant, voilà, de Margaret Sanger et de Marie Stopes. Alors, elles se connaissaient d'ailleurs les 3, et elles connaissaient beaucoup d'autres personnes. Annie Besant, c'est un personnage intéressant. Elle naît en 1847 près de Londres, et elle meurt en 1933 en Inde. Qu'est-ce qu'elle faisait en Inde? Elle n'y était pas en touriste. Et c'est qu'elle était le responsable, le chef de la théosophie. Et la théosophie avait installé ses quartiers généraux en Inde. Une autre caractéristique de 68, vous rappelez le beat, etc., c'est l'Inde. C'est-à-dire les religions orientales, l'hindouisme, etc., doivent supplanter le christianisme. Eh bien, cela n'est autre chose que la vulgarisation de ce que la théosophie faisait entre la fin du 19e et la première partie du 20e siècle. Absolument la même chose. Toute cette manie-là des gourous, etc., qui continue encore d'ailleurs. Si vous faites une méditation, je dirais, dans la retraite, vous êtes un bigot traditionnaliste, etc., mais si vous faites du yoga, c'est merveilleux. Voilà. Eh bien, cela vient de cette mentalité.
Elle s'appelait Anna Wood, elle était d'origine irlandaise et elle défendait la cause de Irish Republican Fenian Brotherhood. Donc pas tous les Irlandais qui se battaient pour l'indépendance étaient des bons catholiques, loin de là. Un autre personnage qui a chanté l'indépendance de l'Irlande, je ne veux pas défendre les Anglais, hein, ne me comprenez mal, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre que pas tout est tout le bon d'un côté. Par exemple, le grand poète Yeats, hein, qui a chanté l'Irlande libre, etc., le mythe celtique, etc., c'était un grand sorcier. Et il était lui aussi du mouvement ésotériste, maçonnique, etc., c'est-à-dire où il y avait Crowley aussi. Son nom magique était Deus Inversus, c'est-à-dire le Dieu renversé, n'est-ce pas? Voilà. Alors, Besant était le nom de son mari. Le pauvre, c'était un pasteur protestant. Mais évidemment, ils se sont divorcés. Depuis lors, elle a commencé à avoir beaucoup d'aimants, de personnes avec lesquelles elle vivait. Le premier, un certain Charles Bradlaugh, de la National Secular Society, c'était un groupe d'athées, qui deviendra député au Parlement anglais. À partir de 1870, Annie Besant se consacre à une campagne en faveur du contrôle de naissance du libre amour, selon les théories d'un certain Havelock Ellis, qui est un peu le grand maître de la théorie du libre amour. Il va influencer aussi Margaret Sanger et les autres, n'est-ce pas? C'était ce Ellis, n'est-ce pas, un communiste, sexologue, fondateur d'un mouvement pacifiste dont, parmi ceux qui ont adhéré, il y avait Gorky, Einstein, Thomas Mann, Bertrand Russell, etc., pas les moindres, n'est-ce pas? Avec Bradlaugh, elle publie un livre d'un certain Charles Clopton, n'est-ce pas, Les fruits de la philosophie sous le contrôle des naissances. Elle risque la prison, n'est-ce pas? Mais la publicité donnée par le scandale, n'est-ce pas, permet à son aimant de devenir député et à elle de fonder la Ligue malthusienne, du nom de Malthus, n'est-ce pas, le premier qui a parlé du problème de la surpopulation. En 1876, il écrit un livre contre le christianisme. Et il adhère à la société fabienne, Fabian Society, et elle a une relation avec George Bernard Shaw. Elle adhère aussi à la Marxist Social Democratic Federation, donc des marxistes, dont elle devient l'aimante d'un certain Eveling, qui ensuite va s'unir avec Eleanor Marx, la fille de Karl Marx. Elle est donc activiste pour la laïcité, le contrôle de naissance, les droits des femmes et le marxisme. Mais le tournant de sa vie arrive en 1890, quand elle connaît Elena Petrovna Blavatsky. Là encore, Blavatsky, c'était le nom de son pauvre mari qui a été abandonné par elle, n'est-ce pas? Qui était la fondatrice de la Société théosophique, celle qui a réalisé et voulu le congrès des religions de Chicago en 1893, une sorte d'anticipation des réunions d'assises, si vous voulez. Ensuite, en tant que membre de la Société théosophique, Annie Besant, qui était convaincue d'avoir vécu 600 vies précédentes, elle était pour la réincarnation, la transmigration des âmes, se transfère en Inde, où elle fonde le Central Hindu College et le Collège national de Mumbai. Et il connaît un certain Leadbeater, lequel devient, là encore, son grand ami, mais le pauvre. Il a été piqué en 1906 dans un grand scandale d'immoralité avec les petits-enfants. Là encore, comme Ben dit, c'est un précurseur de 68. Mais cela ne posait aucun problème aux théosophes. En 1907, Annie Besant fonde une loge co-maçonnique, le droit humain, c'est-à-dire une loge qui admet les femmes, évidemment. Elle était une féministe. Elle était entrée à Paris en 1902. Et elle arrive jusqu'au 33e degré du rite écossais ancien et accepté. Et elle va fonder aussi, Annie Besant, vraiment une carrière de révolutionnaire, le National Congress, le parti qui sera ensuite du Mahatma Gandhi et de Nehru, n'est-ce pas? Bien, ce parti est fondé
par Annie Besant, laquelle finit par trouver enfin le Messie. Mais ce n'est pas Jésus-Christ, c'est un certain Iddu Krishnamurti qui à un certain moment ne croira même pas lui d'être le Messie et va abandonner ce rôle un peu difficile. Après avoir adhéré en 1905 au parti labouriste et après avoir été commissaire général du scoutisme, donc des troupes scouts en Inde, en 1921, Annie Besant meurt en Inde et elle est incinérée sous les rives du Gange. Voilà la première, je dirais, sainte femme du contrôle de naissance. Une sorcière satanique, si vous voulez, car la théosophie n'est rien d'autre qu'une société de magiciens. Mais hélas, magiciens révolutionnaires. Que dire de Margaret Sanger? Si Margaret Sanger est représentée dans les bandes dessinées par Wonder Woman, Wonder Woman, je ne sais pas si vous connaissez Wonder Woman, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas tellement pour Wonder Woman, n'est-ce pas? Et le symbole de Margaret Sanger, n'est-ce pas? Voilà. Wonder Woman. Wonder Woman, non, très bien, mais je préfère les Schtroumpfs, sincèrement. Voilà, alors, si Annie Besant a été le pionnier, Margaret Sanger va réaliser le rêve des fauteurs de la contraception. Elle naît en 1879 avec le nom de Higgins à New York, elle meurt en 1966. Alors elle va voir la légalisation de la contraception. Son père était irlandais, mais il avait apostasié à la foi chrétienne pour devenir adepte de la libre pensée. Et voilà qu'il se marie avec un autre révolutionnaire qui s'appelle Sanger, n'est-ce pas? Il va divorcer quand même de lui pour épouser un pétrolier qui s'appelle Noah Lee, n'est-ce pas, qui va financer toute la campagne de Margaret Sanger et qui va lucrer aussi sur les contraceptifs. Il fréquentait un salon intellectuel de Miss Dodge, n'est-ce pas, où il connaissent plusieurs personnages. Alors, il y a tous les personnages, je ne vous les cite pas. Je me borne à une seule, une femme, là aussi. Elle s'appelle Red Emma, Emma la Rouge. Cette personne s'appelait Edma Goldman, toujours de la même famille, et je ne parle pas du gaullisme. C'était une anarchiste lituanienne qui s'était transférée aux États-Unis. Elle était avec Margaret Sanger, celle qui a fondé en 1914 une revue qui s'appelle, c'est tout un programme, The Woman Rebel, la femme rebelle. Voilà. Et la devise de ce journal était la devise des anarchistes. Ni Dieu, ni maître. Le but de la revue, la diffusion de la contraception. Voilà le milieu dans lequel la contraception, qui sévit aussi dans nos familles, pas toutes heureusement, mais dans les milieux aussi partout, n'est-ce pas? Eh bien voilà l'origine, voilà qui est-ce qu'il a voulu, voilà justement une cuisine d'enfer, d'où vient tout cela. Goldman connaissait tous les chefs de l'anarchisme, Malatesta, Kropotkin, Ferrer, n'est-ce pas? Elle a connu aussi Lénine, mais elle a été un peu désabusée par Lénine parce que les communistes vont massacrer les anarchistes. Même les communistes ont fait quelque chose de bon. Comme vous voyez, je reconnais les mérites de l'adversaire. Elle a participé à la guerre d'Espagne en 1936 avec les anarchistes et ensuite mais avant elle avait été amnistiée par Roosevelt en 1933. Alors, elle aussi avait cette double idée. Contraception dans le but de délivrer la femme dans le libre amour et de pratiquer l'eugénisme. De pratiquer l'eugénisme, c'est-à-dire l'élimination des gens des inférieurs et le perfectionnement des races supérieures. Il fallait donc, par la contraception, pouvoir faire une discrimination afin d'améliorer de plus en plus le genre humain d'un point de vue évolutionniste, car ceux qui ont commencé l'eugénisme, c'est Darwin et son cousin Francis Galton, voilà, qui est mort en 1911 et qui est le père de l'eugénisme. Voilà.
Alors, je ne vous dirai pas tout ce qu'a combiné cette Margaret Sanger. Elle a dû fuir les États-Unis à cause toujours d'un livre. Voilà comment ils font. Ils font des provocations. Ils veulent finir devant les tribunaux afin de soulever le cas, le scandale, et d'obtenir par la suite une libéralisation. Ils trouvent un appui d'un politique américain qui s'appelle Samuel Rosenman, toujours de la même famille, n'est-ce pas? Et surtout l'appui d'un milliardaire. Alors, une marxiste, anarchiste, gauchiste, trouve bien sûr l'argent des capitalistes, John Davidson Rockefeller Jr., qui va dépenser des sommes énormes pour favoriser la campagne de Margaret Sanger en faveur de la contraception, et ensuite ce sera bien sûr l'avortement. Avec l'appui de Rosenman et de Rockefeller, elle n'est plus une anarchiste poursuivie par les polices, elle devient une personne présentable. Elle va être présentée, n'est-ce pas? Par qui? Eh bien, par la femme de Roosevelt. La femme de Roosevelt, qui était une lesbienne, Eleanor Roosevelt, même s'il était marié, elle était une lesbienne, n'est-ce pas? Devient elle aussi la grande protectrice, celle qui va patronner l'American Birth Control League. Donc la Ligue pour le contrôle des naissances. Et donc le terme même contrôle de naissance naît avec Margaret Sanger, n'est-ce pas? Et dans ces milieux-là, c'est ainsi qu'elle commence à fonder des cliniques qui vont lancer le Planned Parenthood et donc le contrôle de naissance avec tout ce qui suit. Puis on dirait qu'à un certain moment, Margaret Sanger est comme à la retraite. Mais il y a encore le tour final, si vous voulez. Un autre membre de la même famille, Gregory Goodwin Pincus, qui n'est pas en réalité l'inventeur de la pilule, c'est celui qui a détourné les inventions d'autres scientifiques qui avaient étudié ces matières dans un but médical, pour soigner des maladies. Pincus, c'est celui qui a détourné ses études pour commercialiser la pilule contraceptive. Non pas pour soigner, mais pour éliminer la conception, comme si la conception était une maladie, si vous voulez. Voilà, un médicament qui ne sert pas pour guérir, mais qui sert pour empêcher la nature. Ce Pincus, pour faire cela, a joui tout d'abord d'un financement, d'argent, il faut beaucoup d'argent, et des protections pour faire quelque chose qui jusque-là était illégal. Comment va-t-il faire? Eh bien voilà, il y a les saints protecteurs que nous avons vus. C'est là que Margaret Sanger entre en jeu, et elle convainc certaines philanthropes qui est milliardaire, encore une fois, Catherine McCormick, à financer Pincus. Et comment expérimenter la pilule? On ne sait pas si ça fonctionne ou non, si ça va avoir des complications pour la santé ou non, mais c'est simple. Il y a plein de populations inférieures qui n'attendent que cela. Et voilà une campagne massive, soi-disant pour soigner des maladies, au Porto Rico et au Mexique, n'est-ce pas, afin de tester la pilule qui était à ce moment encore illégale. Il fallait enfin un catholique qui cautionne le tout, et voilà qu'on trouve un médecin, John Rock, qui va dire « mais ayez confiance, ayez confiance ». Mais Pie XII n'avait pas confiance. Nous sommes en 1958, et l'un des tout derniers documents de Pie XII, le 12 septembre, il va mourir le 9 octobre, est contre les premières expérimentations de la pilule contraceptive. Mary Stopes, alors c'est la même histoire, en Angleterre encore, mais écoutez, je vais passer parce que vraiment on n'a pas le temps de tout voir. Alors j'avais écrit le tout, c'est intéressant, mais effectivement, elle était aussi à fond pour l'eugénisme, hein, elle aussi. Elle est morte en 1958, voilà, au moment où on va réaliser justement son rêve. Alors voilà, qu'est-ce qu'il faut dire de l'encyclique Humane Vitae?
L'encyclique Humane Vitae est la conséquence d'une commission pour étudier les problèmes du contrôle de naissance et de la surpopulation, comme je vous ai dit, instituée par Jean XXIII en janvier 1963. Remarquez, le concile a déjà commencé, il a été déjà ouvert. Voilà. Mais l'Église catholique avait-elle attendu ce moment-là pour s'occuper de la question? Absolument pas. L'Église catholique s'était déjà prononcée. Le document le plus important est un document de 1930, c'est-à-dire l'encyclique du pape Pie XI, Casti Connubii. Vous pouvez le trouver un peu partout, même dans le web, n'est-ce pas? C'est pas difficile, je l'ai ici, imprimé, photocopié, justement, Casti Connubii, voilà, bon, simple. Je ne vous la lis pas toute, mais ça mériterait d'être lu. C'est une encyclique sur le mariage en général, mais tout particulièrement c'est la condamnation de la contraception. Cette encyclique avait été due à un motif bien pratique. Dans la même année, 1930, les anglicans, avec beaucoup de mais, à condition que, dans certains cas, exceptionnellement, la règle demeure la négation de la contraception, mais en certains cas, les anglicans avaient ouvert les portes à la contraception. Car jusqu'à ce moment-là, tous les chrétiens, entre guillemets, étaient d'accord sur ce point. C'est-à-dire, la morale chrétienne était quand même sur ce point la même, la contraception était illicite. Voilà pourquoi même dans les pays anglo-saxons, elle était interdite. Et justement, Mary Stopes, c'est elle qui a commencé à faire la propagande parmi les églises, c'est-à-dire parmi les protestants. Parce qu'elle comprenait que pour faire passer la contraception, il fallait gagner la complicité des chrétiens, entre guillemets. Et comme les catholiques ne pouvaient pas y arriver, les bienheureux temps, il fallait passer par les protestants. Et il y est arrivé en 1930, quand les anglicans admettent la contraception. Ayant vu le danger, Pie XI intervient. Et voilà qu'il y a une condamnation gravissime de la contraception dans son encyclique, n'est-ce pas? Absolument une condamnation avec les termes les plus sévères, absolument. Enfin, je vais vous le citer après. Bon, voilà, très bien. Ce n'est pas seulement parmi les protestants quand même qu'il y avait des problèmes. Parmi les catholiques, entre 1929 et 1959, commencent à se diffuser des théories qu'on appelle personnalistes, c'est-à-dire qui entendent substituer une philosophie et une théologie qui se fondent sur la nature des choses, qui est immuable et définissable. Donc la contraception est contre la raison et contre la morale chrétienne, parce qu'elle est contre la nature, n'est-ce pas? De remplacer cette philosophie, cette théologie, cette doctrine par le personnalisme, c'est-à-dire voir toutes les choses du point de vue non plus de la nature, objective, immuable, mais de la personne, individuelle, ineffable, indéfinissable, changeante. Et donc, au lieu de mettre en avant la nature des choses, mettre en avant l'amour personnel. En pensant donner une plus grande dignité au mariage, qui, voyons, est amour, ce n'est pas un contrat naturel, c'est bien plus beau, c'est bien plus élevé. Il voulait dire que l'essence du mariage est l'amour, et les finalités naturelles ne sont que secondaires, parmi lesquelles la procréation. Ces personnages ont commencé à écrire des livres, à les diffuser dans les milieux catholiques, et l'Église était intervenue. Il y avait par exemple von Hildebrand,
qui après le Concile va devenir d'ailleurs un traditionnaliste modéré, un certain Herbert Doms et d'autres, lesquels ont été tous condamnés par l'Église dans de nombreux documents du magistère, sous Pie XI et sous Pie XII. Et il y a eu même un décret explicite du Saint-Office pour rappeler la hiérarchie des finalités du mariage. C'est-à-dire, il y a une finalité primaire, par la nature elle-même, qui est la procréation des enfants. Il y a d'autres finalités, mais elles sont secondaires. Ces finalités sont hiérarchisées. Il y en a 3, donc, n'est-ce pas, qui est la procréation, l'aide réciproque et la sédation de la concupiscence. Voilà. Ces 3 finalités sont hiérarchisées et la première est celle de la procréation. Alors, j'en ai traité longuement de cette question dans un article de Sodalitium, dans lequel je commentais une lettre aux familles de Jean-Paul II dans l'année de la famille. C'était 1994. En italien, c'est le numéro 40, en français, donc ça doit être le 39, plus ou moins. Dans lequel je présente tous les documents du magistère de cette période-là, soit sur la finalité primaire du mariage, soit toutes les différentes condamnations de ces auteurs, et comment leur théorie ouvrait la porte, donc Doms, Krempel, Hildebrand et d'autres, Locher en France, etc., ouvrait la porte, sans le dire, à la contraception, n'est-ce pas? Alors il y a toute une série de documents, par exemple Pie XII 1941, la sentence de la Rote de 1944, le Saint-Office encore en 1944, encore Pie XII en 1951, le discours aux sages-femmes de Pie XII en 1951, et ainsi de suite, jusqu'à la condamnation de la pilule en 1958. Alors tous ces documents sont examinés, et aussi la théorie de ces personnes est examinée dans cet article que je vous recommande. Je me fais de la pub à moi-même, mais c'est gratuit, c'est pas payant, donc j'y gagne rien. Alors, si nous disons donc que le dernier de ces interventions date de 1958, que le Concile va préparer, qu'on va ouvrir une commission théologique préparatoire du Concile en 60, donc c'est seulement 2 ans après, que la commission pontificale qui doit étudier ces questions date de 63, non seulement 5 ans après que l'Église avait solennellement condamné toutes sortes de contraceptions et avait rappelé comme part fondamentale de la doctrine la hiérarchie des finalités et que la procréation est la fin primaire du mariage. Voilà. Alors, quand le père Henri de Riedmatten, un dominicain suisse, a proposé de fonder une commission pour étudier le contrôle des naissances et le problème de la surpopulation en janvier 1963, et on a commencé à discuter de ces questions-là, certains théologiens pleinement catholiques ont crié, je dirais, au secours et au danger. Pourquoi? Parce que établir une commission pour étudier les problèmes de la population, de la famille, de la natalité, dans le but, comme il est arrivé tout de suite après, d'étudier s'il était question ou non de remettre en question l'enseignement de l'Église à ce propos, était absolument inimaginable. D'ailleurs, le père Lio a écrit un livre énorme, c'est plus ou moins presque 1000 pages, me semble, je ne l'ai pas mené parce que l'avion serait précipité si je l'amenais avec moi, n'est-ce pas, qui s'appelle Humane Vitae et Infaillibilité. Alors, il soutient que Humane Vitae est couverte par l'infaillibilité, non pas tout le document, le numéro 14 dans lequel il y a la condamnation de la contraception. Je ne le pense pas parce que ces questions, l'auteur est Paul VI. Mais, entre autres, dans ce livre, il explique très bien la doctrine catholique sur l'infaillibilité, et il démontre parfaitement que beaucoup de documents antérieurs, même des décisions de Pie XII dans un tout simple discours aux sages-femmes, sont couvertes par l'infaillibilité.
Ce n'est pas un dogme de foi solennellement proclamé. Elle dit il y a toutes les conditions de l'infaillibilité. L'encyclique Casti Connubi, là où il y a la proposition, je dirais, de définition dans laquelle Pie XI tranche la question, encore une fois, sur la contraception, la condamnant de la façon la plus sévère, dit-il, c'est infaillible. Et alors, étant donné tout ce que l'Église avait déjà dit, depuis toujours, et tout particulièrement, il cite le Concile de Florence, le catéchisme du Concile de Trente, plusieurs bulles papales, puis tout le magistère récent, surtout Pie XI et Pie XII. Il dit, quant à moi, j'avais dit quand il y avait une discussion privée dans les ambiances des pères conciliaires, que remettre en question la solution théorique et pratique au sujet de la contraception pouvait être nuisible, puisqu'il était question de quelque chose d'indiscutible. Indiscutable. On ne peut pas discuter de ce qui est indiscutable. Les âmes étaient désorientées, même au sujet de la crédibilité de ceux qui demeurent par contre la règle immuable de la doctrine catholique. Donc le fait même de faire une commission pour étudier un problème déjà résolu n'a pas de sens. Ça serait comme, j'exagère, instituer une commission pour voir si les personnes de la Trinité sont vraiment trois. Évidemment, ce n'est pas possible. Le seul fait d'en discuter, c'est inimaginable. Alors, il y a un livre, malheureusement c'est en italien, je ne sais pas si ça a été traduit, de Gilfrido Marengo. Ce livre est un livre qui a été voulu par Bergoglio. C'est lui qui a demandé à, je pense, Monseigneur Marengo, ou Don Marengo, l'abbé Marengo, n'est-ce pas, d'écrire ce livre. Il l'a puisé, bien sûr, dans les archives du Vatican, et le livre s'appelle La nascita di un'enciclica umane vita alla luce degli archivi vaticani. Donc, la naissance d'une encyclique umane vita à la lumière des archives vaticanes. Selon certains, le but de ce livre était, en montrant toutes les difficultés qu'a traversé la formation d'Humane Vitae et tous les doutes qu'il y avait, surtout les résultats de la commission pontificale qui s'était déclarée en faveur de la contraception, eh bien, c'était de relativiser la décision d'Humane Vitae afin d'arriver à remettre en question Humane Vitae. Par exemple, ici, Humane Vitae, adieu, François libéralise la pilule. C'est un article de Magister qui est un vaticaniste, dit-on, n'est-ce pas, qui présente cette question. Je n'ai pas le temps de vous lire tout ça. Peu importe, que ce soit dans ce but, que ce ne soit pas dans ce but, le livre est extrêmement intéressant. Parce qu'il relate, je dirais, tous les pas de cette commission. Déjà, en parlait un petit peu le docteur Moreau, qui évidemment n'avait pas toutes les sources comme Marengo, mais qui en avait quand même certaines, à cause des journaux, du journal, des récits, des mémoires, des experts qui ont été appelés comme participants de cette commission. Alors, la manœuvre a été faite comment ? Alors tout d'abord, déjà le fait d'instituer une commission pour étudier le problème. Bon, on dira, il y a eu des nouveautés, il y a eu la pilule, mais la pilule, Pie XII l'a condamnée déjà. Alors, pourquoi la surpopulation, c'est un gros problème? En réalité, le gros problème, ce n'est pas la surpopulation, c'est la propagande en faveur de la contraception, celle dont je vous ai fait un petit aperçu, dont il n'y a aucune trace. On considère que c'est un problème objectif des gens honnêtes, en réalité que c'est un problème des gens malhonnêtes, posé par des gens malhonnêtes dans le but de détruire le christianisme. Donc déjà, on ne perçoit pas le problème. On commence mal, je dirais. Mais voilà qu'on commence, en juin 63, à faire des réunions. Mais où? À Rome? Non, à Louvain. À Louvain. Pourquoi à Louvain? Je ne suis pas contre la Belgique, n'est-ce pas? Mais à Louvain, parce que c'était les théologiens de Louvain
avec Suenens, qui était le futur cardinal, n'est-ce pas, etc., qui était favorable et qui avait eu déjà des démêlés, par exemple un certain Janssen, avec le Saint-Office au temps de Pie XII. Alors déjà, Marengo, donc quelqu'un qui n'est pas de notre bord, tout au contraire, qui dit « Il s'agissait de dépasser le choix du magistère précédent, particulièrement Pie XII, de dépasser le schéma des deux finalités, en réalité ils sont trois, et la primauté traditionnelle attribuée à la finalité procréative, en mettant au centre l'expérience de l'amour humain, en évitant que l'autorité puisse prendre position sur la moralité des pilules. Donc à ce moment-là, il fallait ne pas prendre position pour éviter qu'on prenne position contre. C'est lui qui le dit. Donc la commission, il ne dit pas de contredire le magistère de Pie XII. C'est pas contredire, c'est jamais contredire, c'est dépasser. Dépasser. D'aller plus loin que ce schéma pour faire un autre schéma qui dit le contraire que le schéma précédent. Et ça, ce n'est pas contredire, ça c'est dépasser. Voilà. Alors, la méthode a été comment? Alors, encore dit, il y avait la tendance, c'est toujours Marengo qui le dit, à favoriser, sans la nier formellement, le dépassement de la terminologie des deux finalités. Là encore, la terminologie qui sert pour changer la réalité. Mais en mettant à premier plan la volonté de favoriser quelques prises de distance des enseignements de Casticonubi, donc de l'encyclique de Pionge, sur la morale conjugale, et de considérer comme urgente une réconsidération critique des interventions de Pie XII. Ça, c'était le but de la commission, selon Marengo. Question que je pose. Comment pouvait-on tenir en vie une commission pontificale qui avait ces finalités, ou dont les membres se proposaient de telles finalités? Une réconsidération critique du magistère de Pie XII. Est-ce qu'une commission pontificale a le but de critiquer les décisions du pape? C'est vraiment inouï. Comment peut-on le faire? Alors, tout d'abord, on nomme des personnes, des théologiens, des experts, qui sont plus ou moins, je dirais, conservateurs. Mais alors on dit, il faut ouvrir à toutes les options théologiques. Et donc voilà, deuxième passage, on appelle des théologiens favorables à la contraception. Hering et Delocte. Delocte, par exemple, va finir sa triste carrière en écrivant un livre sur la laïcité avec un membre public connu de la maçonnerie belge, Marcel Boldebal, et un bouddhiste. Voilà l'expert qui a été appelé, n'est-ce pas? Alors, le père Delocte écrit, en 79, le père Haring et moi, nous apportions un point de vue qui à ce moment-là était minoritaire. Nous allons voir que les minoritaires, c'est-à-dire en faveur de la contraception, vont devenir majoritaires. Alors après, la majorité, c'est ceux qui sont pour la contraception, la minorité, c'est ceux qui sont contre. Au début, c'était le contraire. La majorité était contre la contraception, la minorité favorable. Mais d'où venait cette minorité favorable? L'autorité, 64 c'était Paul VI, a appelé ceux qui étaient favorables à la contraception afin qu'ils rentrent dans la commission. C'est l'autorité qui a voulu que les différentes opinions soient représentées dans le groupe. Mais ce n'est pas des opinions, puisque d'une part il y a ceux qui sont fidèles au magistère, de l'autre part ceux qui sont contraires. Ce n'est plus opinion, il y a la vérité et l'erreur. Alors, voyez-vous, le père de Rittmaten dit à ce Locte, eh bien, il m'a précisé que l'un des buts de cet élargissement du groupe, on avait appelé deux modernistes, avait été le souci d'y voir représenter plusieurs tendances. Alors, tout d'abord, on voulait l'unanimité. Maintenant, on dit,
Non, pas d'unanimité. Le but, c'est la liberté d'opinion et d'expression. Mais ça ne va pas durer. Car en juin 64, donc on était en janvier, en juin 64, on constate que maintenant la commission n'est plus unanime. Bien sûr, c'est vous qui avez introduit ce qui était contre, alors ce n'est plus unanime. Alors on revient, nécessité de l'unanimité. Mais on l'avait au début, l'unanimité. C'est vous qui l'avez rompu. Mais maintenant qu'ils ne sont plus unanimes, on veut à nouveau l'unanimité. Pourquoi? Parce que l'unanimité va se faire sur la ligne de ceux qu'on vient d'introduire, donc des révolutionnaires. Et voilà le système, comment il fonctionnait. Et les théologiens romains, pas un seul qui soit présent. On verra, ils vont intervenir plus tard, n'est-ce pas? Entre-temps, voyez-vous, en parallèle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Concile Vatican II. Et au Concile Vatican II, il y a tout le travail qui va aboutir dans la constitution pastorale Gaudium et Spes sur le monde contemporain. Alors, il y avait les évêques catholiques qui étaient sur la question de la contraception dont on discutait, évidemment contraire, parce que c'est ce que l'Église avait dit. Et il y avait les pères conciliaires modernistes qui, dans l'aula conciliaire, se déclaraient ouvertement favorables à la possibilité d'une révision de la doctrine sur la contraception. En tête de tout cela, le cardinal Suenens, n'est-ce pas? Et le cardinal Döffner, qui avait été mis comme modérateur, comme ceux qui dirigeaient le concile après le coup de main autorisé par Jean XXIII. Le cardinal Ruffini avait dit, c'est un scandale, quelqu'un qui parle comme cela, il parlait de Suenens, n'est-ce pas, devrait démissionner de son rôle de modérateur. Mais évidemment, on était bien loin de cela, n'est-ce pas, c'est clair. Alors, dans Gaudium et Spes, on va voir où on va en arriver, n'est-ce pas? Pour le moment, au Concile, on discute de cela. On discute de cela. Le cardinal Ottaviani a beau rappeler que le décret du Saint-Fils en 1944 avait défini que la finalité primaire était la procréation, mais d'autres disaient qu'il faut remettre en discussion tout cela. Voilà. Et alors, Paul VI, il y a la commission, le concile et Paul VI. Paul VI, de temps en temps, tient des discours. Un discours au Sacré Collège, un discours, que sais-je, aux médecins, aux familles, etc. Alors que Pie XII, dans ses discours, était clair, net, il donnait les raisons, il donnait les principes, les argumentations, la conclusion, ceci est moral, ceci est immoral, ceci est licite, ceci ne l'est pas. Paul VI, qu'est-ce qu'il dit? La question est à l'étude. D'autant plus large et profond qu'il est possible. Tellement cette question est grave, n'est-ce pas? Elle est à l'étude, n'est-ce pas, avec la collaboration des experts les plus insignes. Nous allons vous donner bientôt les conclusions. Ces 64, on va les avoir en 68. N'est-ce pas? Mais nous vous disons franchement que pour le moment, nous n'avons pas de motifs suffisants pour croire à dépasser et donc non obligeantes les règles données par Pie XII. Du moins jusqu'au moment où nous ne considérons pas en conscience tenue de les modifier. Qu'est-ce qu'il dit, Paul VI? Rassurez-vous, catholiques, ce qu'a dit Pie XII, pour le moment, on ne le change pas. Rassurez-vous, modernistes, on ne le change pas pour le moment. Tant que je ne dois les changer. Et donc, la question est sûre, irréformable, définitive, ou elle est ouverte et discutable? Et on est en train d'étudier, on ne le sait pas. Alors, pendant que les familles catholiques se trouvaient face à la propagande massive en faveur de la contraception, et à toutes les difficultés qu'ils avaient pour garder une vie chrétienne, qu'est-ce qu'ils avaient comme lumière, comme guide, etc. Quelqu'un qui leur disait, on ne sait pas qu'est-ce que vous devez faire.
Pour le moment, vous devez faire ceci, mais peut-être demain, vous devez faire cela. Et vous comprenez et comment cela écroule. Le 29 octobre 64, Suenes, au Concile, il dit le cas de la pilule va être un nouveau cas Galilée, si on condamne la pilule. C'est là que Ruffini s'était fâché, justement. Alors, on commence à parler de la valeur positive de la sexualité, de l'amour, etc. Et il y a un premier vote en 65, dans la commission, un premier vote. Est-ce que la doctrine traditionnelle est réformable ou irréformable? 12 votes en faveur, doctrine réformable, 7 contraires. La minorité qui était favorable à la contraception est devenue majorité. Vous comprenez? Voilà. Alors à ce moment-là, c'est le terme, je vous dirais, des travaux de la commission. Et ce texte favorable à la contraception est amené à Rome, et là il y a encore le Saint-Office, juillet 65. Un Saint-Office mourant, puisque en 65, Paul VI, à la fin de Vatican II, va supprimer le Saint-Office. Donc le Saint-Office n'est pas content, mais le Saint-Office meurt, il va mourir. Alors là, il y a des théologiens sérieux, le Père Lio, le Père Beste, Palazzini, Philippe de la Trinité, Ciappi, etc. Mais personne n'avait fait partie de la commission pontificale. Tous ceux du Saint-Office qui étaient là, les consulteurs qui étaient là pour savoir ce qui était favorable ou contre la morale chrétienne, on ne les invite pas. Pourquoi? Mais parce que le Saint-Office était vu comme quelque chose qui réprimait la liberté. Et alors voilà qu'on ne les invite pas à participer à ce travail. Le travail était fait par des théologiens qui n'avaient rien à voir avec le Saint-Office. Alors voilà que la commission, en septembre 65, sort deux documents qui sont, somme toute, favorables. Mais il y a aussi quelques critiques à ce document. Mais quelles critiques? Alors là, nous avons assisté à une autre manœuvre. Thèse, antithèse, synthèse. La thèse, c'était la doctrine catholique. La contraception est intrinsèquement mauvaise. Un péché grave. Tous les confesseurs ont le devoir strict, sous peine de péché grave, de dire aux pénitents qu'il s'agit d'un péché grave, n'est-ce pas? Voilà, sous peine de refuser l'absolution. Antithèse, Suenes, Döffner, etc., Haring, Locht, la contraception, dans certaines conditions, etc., patati patata, est licite. C'est licite. Synthèse, la contraception est illicite, mais les actes contraceptifs ne sont pas tous des péchés. Et qui est-ce qui fait la synthèse? Les hommes de Paul VI. C'est-à-dire des gens que Paul VI avait voulu insérer dans la commission personnellement et qui vont étudier les résultats de la commission d'une part, du Saint-Office de l'autre, pour trouver une solution moyenne. Il s'agit de l'évêque auxiliaire de Mayence, Reuss, R-E-U-S-S, n'est-ce pas? Il s'agit ensuite d'un théologien italien proche de Paul VI, Colombo, Carlo Colombo, un peu moins lui. Et puis il s'agit du père jésuite Martelet. Voilà. Le père Gustave Martelet, jésuite, mort en 2014, était un disciple et un ami personnel de Teilhard de Chardin. Et c'est Paul VI qui insiste pour que Martelet examine les tests qui avaient sorti jusqu'à ce moment, les critiques du Saint-Office, pour faire un document, je dirais, de synthèse. De même pour l'évêque auxiliaire de Mayence, n'est-ce pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disent? Par exemple, l'évêque auxiliaire de Mayence, il dit « Les chutes des conjoints, selon lui, font partie d'un processus de maturation et de croissance.
Cela veut dire moduler d'une façon différente et moins rigide les indications fixées par Casticonubbi, en évitant par conséquent de considérer que ces chutes sont toujours des péchés mortels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la morale chrétienne est un idéal vers lequel il faut se diriger, mais si le couple se dirige vers cet idéal, mais dans la pratique fait exactement le contraire, il est tranquille, parce qu'il s'efforce de faire ce qu'il faut. On ne peut pas prétendre qu'on arrive tout de suite à la perfection. Il ne s'agit pas de la perfection de la sainteté, il s'agit de l'état de grâce, d'éviter le péché mortel. Alors c'est la même façon de procéder qu'a utilisé dans Amoris Laetitia avec Bergoglio pour les ouvertures qu'on a fait avec les divorcés qui vivent ensemble, non pas, on ne peut pas dire remariés, puisqu'on ne peut pas se marier si on est marié, n'est-ce pas? Et pour ces choses-là, c'est-à-dire, voilà, ces couples qui vivent ensemble, et même s'ils ne sont pas mariés, et même s'ils sont mariés avec d'autres personnes, eh bien, il y a un idéal qui est la chasteté, mais s'ils n'arrivent pas à garder la chasteté, eh bien, il y aura un conflit, et donc, dans ce cas-là, il suffit qu'ils s'approchent peu à peu de cet idéal. C'est tout ce qu'on leur demande pour les admettre au sacrement. Eh bien, c'est justement le même moyen que l'on avait excogité en 65. Et puis on arrive, 1765, c'est la fermeture Vatican II, voilà que l'on promulgue Gaudium et Spes. Et alors, l'amour humain est mis au centre du mariage, la procréation est mise, je dirais, à côté, et il y a une note, la fameuse note 119 de Gaudium et Spes. Gaudium et Spes ne se prononce pas explicitement sur la contraception qui était discutée depuis 63, vous voyez. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? On trouve cela dans une note, la note 119. Marengo dit, ça sert pour trouver un point d'équilibre entre ceux qui pensaient que le Concile ne devait faire rien d'autre que réaffirmer l'immutabilité de la doctrine de l'encyclique de Pie XI, et ceux qui par contre en souhaitaient un dépassement radical. Alors entre les deux, il faut trouver moyen terme, et c'est la note 119. La note 119 commence par citer Casticonubbi, le discours aux sages femmes. C'est-à-dire deux textes importants du magistère, Pie XI, Pie XII, contre la contraception. Et tous ceux qui sont pour la tradition et pour l'Église disent « Vive Paul VI, il nous a sauvés par la note 119 ». Mais tout de suite après, la note 119 continue et il dit « Certains problèmes nécessitent d'analyse ultérieure et plus approfondie. Par conséquent, par ordre du souverain pontife, n'est-ce pas, ces problèmes, ces questions sont demandées, c'est-à-dire attribuées, à la commission pour l'étude sur la population, la famille et la natalité, afin que le souverain pontife puisse porter son jugement après que cette commission aura achevé sa tâche. Alors, à ce point de la doctrine du magistère, le Concile n'entend pas proposer immédiatement deux solutions concrètes. Alors, les conservateurs tels que le père Lio disent « Ah, la note 119 réaffirme la doctrine traditionnelle, le pauvre homme, n'est-ce pas ?» En réalité, non. Il dit la question est à l'étude. Et le Concile ne se prononce pas. Comment le Concile ne se prononce pas? Nous sommes en 65, encore en 58, Pie XII s'est prononcé. Tout est clair depuis 1930, et même depuis le Concile de Florence, depuis le Concile de Trente, n'est-ce pas? Tout est clair. Et on dit, on attend, on ne sait pas. Alors pensez-vous quelle lumière on donne aux catholiques? J'ai encore du temps? Non. Non. Le temps est fini, conclure bientôt. Alors, on va conclure bientôt. Alors, je vous dirais qu'en juin 66, il y a encore une votation
est-ce que de la commission, est-ce que la contraception est intrinsèquement illicite? 9 votes disent non, 3 disent oui, et 3 disent oui à condition que. Peut-on affirmer la licéité des moyens contraceptifs selon la thèse de la majorité, en continuité avec le magistère et la tradition? 9 disent oui, 5 disent non, et 1 s'abstient. Alors, vous remarquez deux choses. Ici, les votations ne sont plus faites par des experts. Je pense que c'est une votation faite par les évêques, n'est-ce pas, qui ont été appelés à participer à une autre commission. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on dit la doctrine de l'Église sur la contraception est réformable et on peut faire une doctrine nouvelle en continuité avec la précédente. Évidemment, la continuité avec la tradition qui n'existe pas, qui consiste dans le dépassement. Alors, vous me direz, mais enfin, Paul VI, dans Humane Vitae, enfin, a gommé les décisions de la Commission et est arrivé à condamner la contraception. Alors, ça serait ce que j'aurais dû dire et que je n'ai pas le temps de dire, mais je vous résume en 2 mots. J'ai fait tout le commentaire de Humane Vitae. Il y a encore eu comme événement, il y a eu une réaction au document de la majorité, une encyclique Denascende Prolis qui devait sortir à la place d'Humane Vitae, qui n'existait pas encore, faite par le théologien dominicain Ciappi, qui était bonne, mais enfin pas tout à fait. Et qu'est-ce qu'il arrive? On est en 68. Les traducteurs, ceux qui devaient traduire le texte du latin dans les langues vulgaires, Martin Poupard et Martinez Somalo, tous les deux vont être nommés cardinaux par Paul VI, ils disent, écoutez, si vous voulez, nous traduisons cette encyclique, mais le texte est jeté au panier. Et Paul VI qui dit, bon, on le change. On le change, oui, oui. Cela est appelé le pouvoir des traducteurs. Mais quand même, Humane Vitae qui va sortir changera surtout le côté pastoral plutôt que la question doctrinale. Et puis, il faudrait voir tout le commentaire d'Humane Vitae. Et l'autre chose qu'il faudrait voir, c'est la réaction des différents épiscopats. Les Allemands, les Hollandais, les Français. Alors, j'ai le texte de l'épiscopat français. Eh bien, l'épiscopat français dit, c'est un texte vraiment intéressant à lire, il dit, voilà, l'encyclique, c'est tout d'abord Gaudium Spes, Gaudium Spes, Gaudium Spes. Puis Paul VI dit que la contraception n'est pas licite, donc la contraception n'est pas licite. Mais d'autre part, il y a, et ça c'est un devoir des couples des chrétiens, pas de contraception. Mais d'autre part, il y a un autre devoir de la couple des chrétiens. Donc, il faut avoir des relations conjugales pour le maintien de l'unité familiale. Donc, il y a un conflit de devoirs. Le devoir de ne pas utiliser des moyens contraceptifs et le devoir d'avoir des relations pour ceux qui ne peuvent pas se passer de relations conjugales et ne peuvent pas prendre le risque d'une maternité. Les deux devoirs étant inconciliables, il y a un conflit. Donc, les évêques français disent, il faut voir quel est le devoir qui prévaut. Tout en restant que la contraception est illicite, il faut en conclure que c'est à la conscience des époux de décider cette question, et aussi que ceux qui prennent des moyens contraceptifs ne commettent pas forcément des péchés. Quelle a été la réponse de Paul VI à ces documents? Le silence le plus total. Le silence le plus total. Il va faire un discours pour commenter Humane Vitae dans lequel il parle à longueur de son discours de ses tourments de conscience pour la décision qu'il a dû prendre. Et c'est fini. En plus, Humane Vitae elle-même, n'est-ce pas, n'est pas du tout
casti connubi. Vous me direz, c'est évident. Mais ce n'est pas du tout casti connubi. Par exemple, Oumanevite, même dans le moment où il décide que la contraception est illicite, même intrinsèquement mauvaise, évite de dire que c'est un péché grave. Il dit c'est à exclure, c'est à exclure, il faut exclure. Il ne dit pas que c'est un péché grave. Il n'y a plus un mot sur le devoir des confesseurs de prévenir les conjoints. Et puis on introduit deux néologismes, paternité responsable, on a cette contrôle des naissances, paternité responsable, l'aspect unitif et l'aspect procréatif, tout ça ce sont des néologismes, et dans une ambiance, dans une nouvelle théologie qui est la théologie du personnalisme. Wojtyla le dira très bien. Wojtyla était contraire à la contraception, mais il était contraire à la doctrine traditionnelle, disait il faut présenter les mêmes conclusions, mais du point de vue du personnalisme. Non plus du point de vue d'un rapport contre nature, mais surtout du point de vue du personnalisme. Et donc, c'est la hiérarchie des finalités qui est mise, si vous voulez, de côté. Et ça, c'est l'acquis de Gaudium et Spes, donc du Concile Vatican II, dans la question du magistère, n'est-ce pas? Alors, Casti Connubi disait, c'est intrinsèquement contre nature. C'est pourquoi l'acte conjugal de sa propre nature finalisait à la génération des enfants. Ceux qui, s'en servant, le rendent volontairement incapable de cet effet, œuvrent contre nature et accomplissent une action honteuse et intrinsèquement malhonnête, n'est-ce pas? Ils abandonnent ouvertement la doctrine chrétienne enseignée des origines et jamais modifiée. C'est contre la loi de Dieu et de la nature. Ceux qui osent commettre de telles actions seront coupables d'une faute grave. Et cela est attesté, dit Pionce, par les Écritures saintes elles-mêmes. Dans Oumanevite, il n'y a pas une citation de l'Écriture sainte, de nombreuses citations, qui concernent la contraception. Comme si ce n'était pas une question réglée déjà par l'Écriture sainte et confirmée par le magistère, n'est-ce pas, qui interprète authentiquement l'Écriture sainte. C'est pourquoi, dit encore Pionge, si n'importe quel confesseur ou pasteur des âmes, que Dieu ne le veuille pas, amener lui-même en des erreurs semblables les fidèles qui lui sont confiés, ou même s'il ne les confirme pas en les approuvant, il le fait en se taisant d'une façon fautive, qu'il sache qu'il doit rendre compte sévèrement à Dieu, souverain juge, de la trahison de sa charge. Tout cela, bien sûr, dans Oumanevite, vous ne le trouvez pas. Donc Oumanevite, bien sûr, d'une part, a eu, je dirais, le courage de ne pas suivre la décision de la majorité qui était favorable à la contraception. Sa Postis l'a fait, il est vrai. Mais d'une part, il a un peu changé l'ambiance de la doctrine catholique en introduisant le personnalisme, a diminué la portée de Casti Connubi et du magistère de l'Église, surtout en laissant de côté la question de la faute grave, a gardé le silence vis-à-vis des épiscopats entières qui ont dit qu'il était licite de pratiquer la contraception dans certains cas, évidemment, en conflit de devoirs, et a entretenu lui-même la confusion en mettant dans la commission qui devait étudier cette question des théologiens que l'on savait être favorable à la contraception, et il a eu le tort de mettre en question la doctrine de l'Église pendant 4 ou 5 ans, dans lequel les catholiques n'ont pas su ce qu'il fallait penser. Alors, qu'est-ce que c'est tout cela? Eh bien, c'est encore, si vous voulez, comme renoncer à sa propre autorité, c'est-à-dire il n'exerce plus, c'est comme une faillite de l'autorité. C'est-à-dire, voilà que des épiscopats entiers, ils vont contre ce que vous venez de dire, et vous vous taisez. Qu'est-ce que c'est cela? Qu'est-ce que c'est cela? Quelles sont les responsabilités? Il vient d'être canonisé, entre guillemets, mais comment peut-on considérer saint quelqu'un qui a mis en doute pendant plusieurs années, face aux catholiques entiers qui demandaient
à Rome la vérité, eh bien il a mis en doute et a laissé dans le point d'interrogation une doctrine si claire et si évidente de l'Église. Voilà. Pour les détails, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais l'abbé Legal me regarde très mal, et donc il faut arrêter. Merci beaucoup. Je crois qu'on a répondu à la question sur le magistère de Pie XII et deux questions qui concernent l'origine du mouvement pour le contrôle des naissances, dont vous avez parlé au début de votre intervention. Les premiers eugénistes apparemment semblaient vouloir freiner la reproduction des populations non blanches. Ceux d'aujourd'hui veulent surtout la réduction des populations blanches ou historiquement chrétiennes. Et comment, quand et par qui s'est fait ce basculement? Ça, je ne sais pas, c'est vraisemblablement après ce qui s'est passé après la dernière guerre, mais en tout cas, ce n'était pas seulement les non-blanches, c'était tous les dégénérés, par exemple, ceux qu'ils appelaient dégénérés, par exemple, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient même de nos populations ici, etc. C'est-à-dire ils voulaient leur empêcher la paternité. Alors on peut déconseiller dans certains cas évidemment, mais on ne peut pas l'interdire, parce que c'est un droit, là vraiment c'est un droit de la personne dans le bon sens du terme. C'est donc le droit au mariage pour tous ceux qui en ont la capacité et à la paternité. Alors par contre que l'eugénisme voulait éliminer tout ce qui leur plaisait pas, quoi. Donc ce n'était pas seulement. Alors maintenant évidemment on sait pourquoi on est arrivé aussi à ce renversement. Vous avez dit un mot donc des financements qui sont derrière toutes ces campagnes. Oui. Vous avez parlé de Rockefeller. Oui. Bah, d'ailleurs, je peux dire que même pour les pays asiatiques ou africains, etc., les organisations mondiales, l'ONU, etc., ils donnent des milliards pour la stérilisation, la contraception, etc. Ce n'est pas seulement chez nous. Seulement que peut-être là, par principe d'égalité, maintenant ils veulent faire disparaître le genre humain dans son ensemble. Enfin, ils ne font plus de différence. Merci, monsieur Lagarde.